Chapitre 10 de la deuxième partie. Le combat d'hiver. Milos guetta le jet pendant toute la semaine qui précéda son départ du camp. Il avait beau se défendre d'être superstitieux, il ne pouvait s'empêcher de penser que le grand oiseau bariolé allait lui apparaître encore une fois et qu'il lui porterait chance. Il se rendit chaque matin et chaque fin d'après-midi derrière l'infirmerie, là où il l'avait vu à l'automne, mais le jet ne se montra pas, ni sur le rebord de la fenêtre, ni de l'autre côté du grillage, ni ailleurs. Milos y vit un mauvais présage. Il n'était pas le seul à prendre garde aux signes. Un primus piqua une colère noire parce que quelqu'un occupait sa place habituelle au réfectoire. Il souleva le banc pour renverser le type et le roua de coups en hurlant « Tu veux me faire tuer, hein? Tu veux me faire tuer, salaud ?» Il fallut 2 hommes pour les séparer. Les entraînements avaient pris depuis quelque temps un tour plus violent. À l'approche des combats, les gladiateurs semblaient vouloir s'endurcir encore, se débarrasser de toute faiblesse. Le dernier soir, Myricus les convoqua tous sur l'arène, après le repas. Les lampes étaient éteintes, mais des flambeaux, fixés aux rondins de bois, jetaient des lueurs rougeâtres sur les visages sombres. Les hommes se dispersèrent et se tinrent immobiles, leur glaive à la main. Myricus circula à pas lents au milieu d'eux, puis il monta à la galerie et leur parla de sa voix basse. « Messieurs, regardez-vous. Regardez-vous les uns les autres, tous, Caius, Férox, Delicatus, Messor. » Il cita les 30 noms, sans en oublier un seul, en prenant tout son temps, et cette grave litanie donnait à l'instant une solennité troublante. « Regardez-vous bien, car dans quelques jours, quand je vous rassemblerai de nouveau ici même, beaucoup d'entre vous seront morts. Regardez-vous !» Un silence oppressant suivit. Les gladiateurs gardèrent tous les yeux sur le sable. Aucun ne leva la tête, comme le demandait Myricus. « À l'instant où je m'adresse à vous, continua l'entraîneur, on parle de la même façon aux combattants des 5 autres camps. Ils sont debout, comme vous, au milieu des flambeaux, et chacun se demande « Serais-je de ceux qui meurent ou de ceux qui vivent ?» Aux novices, je le dis, aux autres, je le répète, votre seule arme est votre haine. Haïssez votre adversaire dès que vous le verrez apparaître de l'autre côté de l'arène. Haïssez-le par avance pour la vie qu'il veut vous prendre, et soyez convaincus que la sienne ne vaut pas la vôtre. Il fit une pause. Les gladiateurs restaient silencieux, plongés dans la tourmente de leurs pensées. Milos vit à quelques mètres devant lui la nuque rasée de Basile et ses épaules massives qui se soulevaient et s'abaissaient au rythme régulier de sa respiration. Il y trouva du réconfort. Puis, il se demanda lequel d'entre eux combattrait le premier. Il pria pour que ce soit lui. Myricus parla encore longtemps. Il évoqua les grands gladiateurs de l'Antiquité, Flamma, qui avait remporté 30 fois la victoire, Urbicus, vainqueur 13 fois, puis vaincu pour avoir retenu le coup mortel et laissé une chance à son adversaire malheureux. « Nous partirons demain, annonça-t-il pour finir. Laissez vos glaives à vos pieds, vous n'en avez pas besoin pendant le voyage. Nous les rassemblerons et nous les rendrons au moment de vous battre. » Cette nuit-là ne fut troublée par aucun cauchemar. Le calme était irréel dans les dortoirs. Sans doute personne ne dormit-il vraiment. Chaque fois qu'il allait sombrer, Milos sursautait et se retrouvait tout à fait réveillé, comme s'il refusait de perdre en dormant ces heures qui étaient peut-être les dernières. Basile ne parvenait pas davantage à trouver le sommeil. « Comment qu'elle s'appelle, ta fiancée ?» demanda-t-il au milieu de la nuit. « Hélène, » chuchota Milos. « Comment ? Hélène !» dut-il répéter plus fort, et c'était comme s'il avait appelé son amie dans le silence. « Et comment est-elle ? Elle est normale ?»« Allez, insista Basile, tu peux me dire, j'y répéterai pas. »« Bon, fit Milos, un peu embarrassé. Elle n'est pas très grande, elle a les cheveux courts, le visage assez rond. » Basile ne se contenta pas de ces généralités. « Dis-moi quelque chose de particulier, je sais pas moi, un truc qu'elle sait bien faire. Elle grimpe bien la corde. »« Ah, et ben voilà !» fit le jeune homme cheval, et il se retourna, satisfait. Dans la matinée,
les grilles du camp s'ouvrirent et 3 fourgons militaires suivis de 2 camions bâchés et remplis de soldats en armes vinrent se garer devant la cantine. Les combattants furent rassemblés dans le vent et le crachin. Il revint à Fulgure de les répartir et de les enchaîner par des menottes à une chaîne qui les reliait. Il s'acquitta de sa tâche avec une délectation perverse, guettant sur les visages les traces de la peur. Milos fit tout pour dissimuler son angoisse. Mais sa pâleur le trahissait, et quand Fulgure lui adressa un clin d'œil narquois qui signifiait « Tu vois que tu les as, les chocottes, hein ?» il se retint de se précipiter sur lui et de lui ouvrir le front d'un coup de tête. Il chercha désespérément le jet, jusqu'au dernier moment. « Reviens, s'il te plaît, montre-toi, juste une seconde, que je te voie une dernière fois, et j'emporte avec moi ton image colorée, l'image de la vie. » Il fallut le pousser pour qu'il monte. Fulgure avait pris soin de le séparer de Basile. Il fut placé dans le 2e fourgon, au milieu des autres combattants, et s'assit sur une des banquettes de bois qui couraient sur les côtés. Le convoi se mit en marche et sortit du camp, encadré par les camions de soldats. Toute tentative de fuite aurait été pur suicide. Une petite fenêtre grillagée était découpée dans la tôle du fourgon. Ils y virent longtemps défiler le dessin compliqué et sautillant des branches nues des grands chênes. Vers midi, ils quittèrent enfin la forêt, rejoignirent la route principale et piquèrent vers le sud, en direction de la capitale. Un peu plus tard, un car rugissant en provenance du nord doubla le convoi qui progressait à faible allure. Quand il arriva à hauteur du 2e fourgon, les 2 véhicules se côtoyèrent pendant quelques dizaines de mètres. Au fond du car somnolait Paula, les mains abandonnées sur les genoux. Son large postérieur occupait 2 places entières. Derrière elle, assise côté fenêtre, Hélène essayait de lire un roman. Elle leva les yeux et regarda distraitement le fourgon dans lequel Milos était enfermé, les menottes aux poignets et le cœur lourd. Pendant quelques secondes, il n'y eut pas plus de 3 mètres entre les 2 amoureux, puis le car accéléra et les éloigna l'un de l'autre. Le convoi atteignit sa destination au milieu de la nuit. Ceux des gladiateurs qui n'étaient jamais venus dans la capitale se pressèrent tour à tour à la petite fenêtre grillagée, mais ils n'aperçurent de la grande ville que de tristes façades grises. Lorsqu'ils descendirent des fourgons, tous furent saisis par le froid humide de la nuit. Les phares des véhicules qui manœuvraient pour repartir balayèrent la base d'une énorme masse sombre, l'arène. C'était donc là le terme de leur voyage. De leur dernier voyage, Milos, menotté et sous bonne garde, fut poussé vers le bâtiment avec la trentaine de ses compagnons d'infortune. Ils passèrent un lourd portail de bois à 2 battants qu'on referma derrière eux et qu'on barra d'une poutre aussi épaisse qu'un tronc d'arbre. Le sol était de terre battue. Ils passèrent sous les gradins, suivirent un couloir et entrèrent dans leur cellule, une vaste salle dont les murs de pisé exhalaient une forte odeur de moisi. Des paillasses jetées au sol constituaient le seul aménagement. Dès qu'on leur eut ôté les menottes, les gladiateurs se laissèrent tomber sur leurs couches. La plupart, épuisés par le voyage effectué sur les dures banquettes des fourgons, s'enfouirent aussitôt sous les couvertures en quête du sommeil. Les autres restèrent assis, les yeux fiévreux, cherchant à lire sur le dessin des murs quelques signes secrets de ce qui allait leur advenir. 4 soldats en armes veillaient à la porte. « Ils nous donnent rien à manger ?» demanda Basile. « J'ai les crocs. » Ils durent patienter 1 heure avant qu'on leur apporte un bol de soupe épaisse et une grosse boule de pain à chacun. « C'est meilleur qu'au camp, » se réjouit Basile. « Tu trouves pas ? Ils veulent qu'on soit en forme demain, c'est ça ?» Milos lui sourit amèrement. Pour une fois, il avait du mal à avaler, et il n'était pas le seul. Basile récupéra ainsi 3 soupes et autant de morceaux de pain qu'il engloutit avidement. 2 gardes vinrent reprendre les bols et les cuillères, les soldats s'en allèrent, et on entendit les clés tourner dans la serrure. Les lampes s'éteignirent tout à la fois, sauf une veilleuse grillagée qui bavait une lumière blafarde au-dessus de la porte. D'heure en heure, ils entendirent le raffut des nouveaux arrivants qui prenaient place dans les salles voisines. Les éclats de leurs voix inconnues. Nos adversaires, se dirent-ils. Ceux qui vont nous tuer ou que nous allons tuer. Au matin, Milos se réveilla comme absent à lui-même. Il se demanda s'il avait dormi, s'il était encore dans un rêve,
ou bien si c'était la réalité. Cela puait l'urine. Sans doute un gladiateur s'était-il soulagé dans un coin de la pièce. Il se tourna vers Basile et le trouva les yeux grands ouverts, pâle comme un linge. « Ça va, Basile ?»« Ça va pas, je suis malade. »« Qu'est-ce que tu as ?»« C'est la soupe, elle n'est pas passée. » La porte s'ouvrit sur Miricus, une feuille de papier à la main, flanquée de 2 soldats. « Messieurs, je vais vous donner l'ordre de passage pour cette journée. Il est 8 heures. Le premier combat aura lieu à 10 heures. Ce sera toi, Flavius. Prépare-toi. » Tous les regards se tournèrent vers l'ombrageux gladiateur qui ne s'adressait plus à personne depuis des jours. Assis sur sa paillasse, les genoux repliés contre sa poitrine, il fit comme si cela ne le concernait pas. « Tu as été désigné contre un autre novice. Bonne chance. Ta victoire sera un encouragement pour tous les autres. As-tu quelque chose à nous dire ?» Flavius ne broncha pas. « Bien, continua Miricus. J'ai obtenu pour les plus jeunes d'entre vous le privilège de se battre ce matin, car je sais que l'attente est difficile à supporter. Rusticus, tu combattras en second et Milos en troisième. Rusticus, tu affronteras un champion. C'est le meilleur cas de figure, tu le sais. » « Le meilleur quoi ?» bredouilla le jeune homme cheval, la mâchoire tremblante, et Milos crut qu'il allait vomir. « La meilleure chance de gagner, rectifia Miricus, se rappelant soudain à qui il parlait. Quand un novice se bat contre un champion, il gagne très souvent, tu te rappelles ? Je me rappelle. Je vais gagner alors ? J'en suis sûr, Rusticus. Évite seulement de le regarder. Il a des yeux plus forts que les tiens. Je le regarde pas alors. L'entraîneur négligea de lui répondre et enchaîna. Milos, tu te battras contre un primus. J'ai pu le voir ce matin. Il a une grande taille. Tu feras très attention à son allonge. Et rappelle-toi, tu lui fais croire que tu es droitier jusqu'au dernier moment et tu changes ton glaive de main en l'attaquant. Pense-y. Un dernier conseil. Ne te laisse pas attendrir en le voyant. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Milos secoua la tête et n'entendit plus rien du discours de Miricus. Se laisser attendrir ? Quelle raison pouvait-il y avoir pour cela ? Les noms des autres combattants se perdirent. Il frotta les paumes de ses mains, sentit qu'elles étaient moites, et en une seconde, il fut percuté par cette évidence foudroyante. Il allait se battre à mort. Il croyait le savoir depuis des mois, mais il se rendit compte qu'il venait seulement de le comprendre. Il se rappela les paroles de Miricus jusqu'au bout. On croit que quelque chose empêchera le combat, qu'on n'aura pas à entrer vraiment dans l'arène. C'était juste. Il avait vécu malgré lui dans ce rêve impossible, et maintenant la vérité le giflait. Il se sentit accablé de fatigue, incapable de repousser un chaton. Est-ce qu'il aurait seulement la force de soulever son glaive ? Vers 9 heures, on leur apporta des pots de café et du pain. Basile n'y toucha pas. Son visage, de pâle, était devenu verdâtre. Milos se força à mâcher longuement et à avaler sa portion entière. « Il faut que je mange », se répétait-il sans y croire. « Il faut manger pour avoir des forces. » Miricus était reparti. L'attente commença douloureuse. Flavius, plongé dans ses sombres pensées, restait aussi immobile qu'une statue. Près de lui, Delicatus s'acharnait à garder à la bouche un sourire sardonique et dérisoire. À l'autre bout de la pièce, Caius, émacié comme jamais, lançait des éclairs de ses yeux noirs. Une seconde, son regard de fou croisa celui de Milos, et les deux se défièrent en silence. Tous furent soulagés lorsque vers 9 heures, on apporta les glaives. Milos, en prenant le sien dans ses mains, éprouva un apaisement. Il caressa la poignée, puis la garde, passa ses doigts sur la lame étincelante. Plusieurs hommes se levèrent, ôtèrent leurs chemises, leurs sandales et entreprirent leurs exercices routiniers. Trottiner l'arme à la main, sauter, rouler au sol, esquiver, bondir. Certains esquissèrent à deux des simulacres de combat. « Tu viens, Basile ?» demanda Milos. « Il faut que tu t'échauffes. »« Je peux pas, » gémit le garçon, recroquevillé sous sa couverture. « J'ai mal au ventre. Tout à l'heure. »« Non, Basile, te laisse pas aller. C'est pas le moment. Montre-toi. » La longue tête du jeune homme cheval émergea lentement, et Milos vit que la soupe n'était sans doute pas la seule cause du triste état de son camarade. Ses yeux étaient emplis de terreur. Il tremblait de tous ses membres. « D'accord,
Basile, je te laisse tranquille encore un peu. Mais dès que Flavius sera parti, tu vas sortir de là, hein? Ouais, si je peux. Milos se mêla aux autres combattants et s'absorba dans les mouvements d'automates exécutés 1000 fois à l'entraînement. Tous s'immobilisèrent d'un coup quand la porte s'ouvrit sur 2 soldats. La rumeur de la reine leur parvint. À la fois lointaine et menaçante, le grognement sourd d'un monstre tapi quelque part là-bas et à qui on allait les livrer. Miricus entra à son tour et sa voix résonna fort. Flavius! Le gladiateur, torse nu et luisant de sueur, marcha lentement vers la sortie, le regard fixe. Ses mâchoires serrées, ses traits durs n'exprimaient que pure haine. Ses compagnons le sentirent et s'écartèrent sur son passage. Dès la porte refermée, Milos se jeta sur Basile et le secoua par les épaules. « Basile, viens !» Comme celui-ci ne bougeait pas, il le souleva littéralement du sol, le planta sur ses jambes et lui fourra son glaive dans la main droite. « Allez, Basile, bats-toi !» Le malheureux se tenait piteusement devant lui, les bras ballants, le cœur à l'envers. « Bats-toi !» l'exhorta Milos, et il le frappa du plat de sa lame sur les bras, sur les cuisses, pour le provoquer. Le jeune homme cheval ne réagissait pas. Il finit pourtant par soulever son glaive, laissant croire qu'il allait entrer en action, mais aussitôt, il le jeta par terre et courut à toutes jambes dans un coin de la pièce, où il se vida l'estomac, plié en deux par les spasmes. Le rire méprisant et obscène de Dedicatus ne fut repris par personne. Basile l'ignora lui aussi. Il revint vers Milos, en s'essuyant la bouche de l'avant-bras, ramassa son glaive tombé au sol et sourit faiblement à son camarade. « Ah, ça va mieux. » Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur. Il enleva sa chemise et ils échangèrent une dizaine de coups que Milos trouva bien inconsistants. « Mais réveille-toi, bon Dieu !» hurla-t-il. « Tu te bats dans quelques minutes, tu le sais !» Il eut envie de se jeter sur lui et de lui faire mal, de le blesser même, s'il le fallait, pour l'obliger à réagir, à se défendre. Il allait s'y résoudre quand la porte s'ouvrit encore. Miricus entra, suivi de 2 soldats. « Rusticus !» Le jeune homme cheval le dévisagea haletant. « C'est à moi ? Oui, viens. Et Flavius ? Demanda quelqu'un. Flavius est mort, répondit l'entraîneur sans ménagement. Comme Rusticus n'avançait toujours pas, les 2 soldats firent un pas en avant et lui indiquèrent la sortie du bout de leur fusil. Il se mit en marche, à pas lents. Son menton tremblait comme celui d'un enfant qui va éclater en sanglots. « Je le regarde pas alors ?» demanda-t-il à Miricus. « Non, ne croise pas son regard. » Milos s'approcha et voulut l'embrasser, mais Basile le repoussa doucement de la main. « T'en fais pas, je m'en fous du champion. S'ils croient qu'il me fait peur, je vais revenir, va. Je suis pas Flavius, moi. » L'attente fut insupportable. Le pire était de ne rien entendre, de ne rien pouvoir imaginer. Milos, incapable de continuer à s'échauffer, s'accroupit contre un mur et cacha son visage dans ses mains. « Basile, oh Basile, mon frère de malheur, ne me laisse pas seul, ne meurs pas, reviens s'il te plaît. » Cela dura longtemps. Autour de lui, des gladiateurs échangeaient des coups furieux et l'air vibrait du choc de leurs lames. Il y eut un bref répit, pendant lequel il lui sembla percevoir au loin une clameur sourde venue de l'arène. Que se passait-il là-bas ? Son cœur s'emballait dans sa poitrine. Ce combat durait l'éternité, beaucoup plus longtemps en tout cas que celui de Flavius. Qu'est-ce que cela signifiait ? Lorsque la porte grinça à nouveau sur ses gonds, il n'osa pas lever la tête. Il entendit seulement un bruit de pas sur le béton, puis la voix éteinte de Basile. « Je l'ai eu !» Le jeune homme cheval s'avançait, flanqué de Miricus et de Fulgure. Sa démarche était celle d'une personne choquée. « Je l'ai eu !» répéta-t-il, comme pour se persuader lui-même, mais son triomphe était sans joie.